Ce jeudi 19 septembre 2024, le gouvernement souminois a totalisé 100 jours. Et oui, ça va vite, voire très vite. Nous analysons le premier 100 pas, les premiers 100 actes de ce gouvernement dirigé pour la première fois par une femme, et le tout sur fond d'un budget estimé à plus ou moins 18 milliards de dollars américains. Il sera également question du dialogue interne en République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC en a besoin 6 mois seulement après les élections? Pour parler de tous ces sujets et de bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir Floribon Mouteba Chitengue. Bonjour et bienvenue. Bonjour Élisée. Coordonnateur ou président de l'ODEP? Président de l'ODEP. ODEP qui est l'Observatoire de la dépense publique. L'Observatoire de dépense publique. C'est une plateforme de 12 organisations qui l'ont constituée en 2011. Et l'ODEP a bientôt 13 ans cette année. Pourquoi on ne parle de vous que maintenant, alors que vous existez depuis 13 ans? Bon, mais écoute, chaque chose arrive en son temps. Comme ça on a dit. pris beaucoup de temps, quand même, plus de 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé Non, dans non, votre pas temps? plus de 10 ans. Vous avez eu du mal à vous positionner? Non, non. Il faut dire que c'est peut-être la bonne chose qu'on peut dire du président. Il a l'air d'être quand même un peu ouvert. Même quand on dit, bon, je sais qu'il y a des gens qui les taxent de dictateurs, mais moi, personnellement, je n'ai pas encore subi de tels actes de sa part. Mais il faut dire que quand il est arrivé, les premières critiques de l'ODEP, il les a bien reçues. C'est-à-dire que on a eu des réactions du directeur de cabinet, Caméré à l'époque, mais tout cela, personne n'est venu chez moi pour me dire, voilà, Manu militaire et allons à l'ANER. Pourquoi vous avez dit ça? Bon, on a commencé surtout avec les dépassements budgétaires. C'est ça on a commencé avec ça. Vous avez réussi à trouver votre créneau. En fait, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du temps du régime de Kabila. Non, c'était difficile. Pourtant, à l'époque, nous avons fait quand même des analyses sur l'exécution des budgets, à l'époque de Kabila. Mais il faut dire que c'était pas facile d'arriver à la tolérance qui, sous Tshisekedi, m'a quand même permis de ratisser large. C'est vrai qu'il y a ça. Mais le problème, c'est que si le président lui-même est ouvert, mais ce n'est pas son entourage. Son entourage n'est pas pareil. Il y a trop de zélés qui entourent le président. Il y a des gens zélés, oui, qui parfois entreprennent des actions que le président ne leur a pas demandé de faire. On va parler de tout cela en évaluant quand même le 100 jours du gouvernement souminois. Mais on se dit, certains aujourd'hui, quand on parle de Floribon Mouteba, on dit, mais il est dans le régime de Tshisekedi, Sékété, Georges Kapiamba, Jean-Claude Katende, à l'époque de Kabila. Ouais. Vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre des gens? Ça, parce que, voilà. Bon. Je ne sais pas, c'est la presse qui juge, hein, c'est l'opinion qui juge. C'est l'opinion qui juge. Mais quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce que les observateurs, que ce soit la presse et même la population, arrivent à des telles conclusions et dire vous faites le travail que faisait jadis Lazado, la nouvelle société civile avec Jonas Tchombela. Mais il faut dire quand même que Lazado, aujourd'hui, travaille avec moi. Vous savez, Lazado travaille avec moi. Et donc, quand il faut quand même, par exemple, quand on parle de l'impunité, bon, moi j'ai fait un point de presse avec Lazado sur cette question de l'impunité. Il n'était pas tendre. Donc c'est difficile. Mais pas aussi virulent qu'à l'époque de Tshisekedi, de Kabila. On en sait quelque chose quand même. Bon, en tout cas, cette question-là, il faut la poser à Jean-Claude. Jean-Claude, c'est quelqu'un... Pas que lui, en fait, c'est pas... On veut pas... Mais on dit, il y a quand même beaucoup reproches à une bonne partie de la société civile et voire même de mouvements citoyens. De s'être aligné. Voilà, d'avoir été beaucoup plus virulent à l'époque de Kabila qu'à l'époque de Tshisekedi. Comment vous arrivez à expliquer ça, s'il y a une explication à donner? En tout cas, en ce qui concerne, par exemple, Lazado, je crois que c'est un jugement un peu erroné de la part de la population, qui ne suit pas vraiment
le travail, par exemple, que moi... Vous savez, sur la SICOMINE, les premiers points de presse que j'ai fait, quand le rapport est sorti, j'étais avec Jean-Claude. Il a fait ça avec moi. Et donc, même le suivi par après. Bon, mais non. Ils veulent quoi qu'il ait... Mais est-ce que vous êtes au moins conscient qu'aujourd'hui, quand vous parlez, ça a plus d'impact que quand d'autres structures de la société civile parlent quand même? Parce que vous êtes dans une thématique bien donnée ou parce que voilà, la parole des certains de la société civile ont été purement dévaluées? Bon, je ne veux pas parler de mes collègues. Non, plus de vous. Je ne veux pas. Mais pour moi-même, bon, je crois qu'on a été un peu plus lancé par exemple, des dossiers symboles, comme le programme de 100 jours. Vous vous rappelez, c'est suite à un rapport de l'ODEP que la presse s'est emparée de ce dossier. À un point où le président était quand même obligé de dire au ministre de la Justice, il dit, mais écoutez, allez-y. Vous voyez? Donc, là, la presse a joué un rôle très important. Je salue, c'est une occasion pour moi de vous saluer. La presse a joué un rôle très important. La presse nationale, la presse internationale, RFI, TV5 Monde, vraiment, la presse s'est emparée de ce dossier. Et la clameur populaire, suite à ce travail de la presse, a fait que le président n'en pouvait plus. Il devait absolument envoyer M. Kamere devant la justice. Voilà, donc je crois que l'ODEP a été très médiatisé à cette époque. Maintenant, comme nous avons continué sur la même lancée, eh ben, voilà pourquoi je pense qu'on a cette audience nationale, mais même internationale, donc assez forte. Donc c'est un peu, je crois que c'est... Mais, comme je dis encore une fois, il faut considérer aussi que la tolérance de Félix Tshisekedi, en fait, il nous a boosté. Pas de ses proches, quand même. Non, pas de ses proches, mais de Félix Tshisekedi. Oui. De lui-même. Moi, je crois qu'il est il a, d'une certaine manière, inconsciemment favorisé l'ODEP. Inconsciemment, j'allais dire, peut-être. Parce qu'on vous a vu, là, vous avez parlé du procès 100 jours, mais récemment, vous étiez vent debout contre d'autres affaires. Le forage. Le forage. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez des nouvelles? Des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire? Des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que quand il y a eu ce genre de révélations qui sont avérées justes, qui se sont avérées justes. Juste à vos yeux, ça n'a pas été jugé quand même? Non, c'est-à-dire que juste pas parce que où est-ce que j'ai eu l'information? Vous voyez, elle est venue quoi? Des structures de l'État. Elle est venue des structures de l'État. Parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est que dans les administrations de l'État, voire même dans les gouvernements, il y a ce que nous pouvons appeler des nationalistes, des patriotes, il y en a. Vous voyez, même sur ça... Ce ne sont pas des taupes, hein? Pas des taupes. Des nationalistes... non, parce que des taupes, pourquoi? Parce que... Pourquoi est-ce qu'ils doivent être des taupes? Parce qu'ils me donnent l'information. Vous voyez? Donc certaines informations, moi je les ai des fonctionnaires, et notamment. Vous voyez? Donc des gens qui ont l'information et qui disent mais nous on ne peut pas. Mais toi tu peux. Et c'est ce qui s'est fait avec l'affaire forage, le lampadaire. Pas seulement. Pas seulement. Il y a d'autres informations qui... allez, tiens, je me rappelle, ça doit être en 2022. Et M. Kazadi jouait trop avec la dette intérieure. Nicolas Kazadi. Nicolas, oui. Nicolas. Il jouait beaucoup avec la dette intérieure. C'est-à-dire que quand vous allez voir, quand on a toute la situation de la dette publique de l'État, vous constatez que si on avait prévu 50 millions pour rembourser les dettes dans telle année, on va arriver parfois à 100, 200 millions. Donc il dépasse ce qui est prévu. Pourquoi? Parce que la dette intérieure commerciale, c'est une dette qui est facilement négociable avec donc les créanciers. On leur dit, bon voilà, on vous donne 5 millions, mais bon, nous on vous donne 30. Hein? Non, 30.
On décote la dette. N'est-ce pas? Et ça, M. Kazadi l'a beaucoup fait. Et donc, les 70 millions, vous comprenez? Ça se volatilise dans Ça la se nature. volatilise entre eux, c'est pour eux. Mais les 30 millions, on vous donne 30. Et ça, il l'a beaucoup fait. Alors, vous comprenez pourquoi, lui, il privilégiait la dette intérieure pour les paiements que les autres dettes. Parce que ça lui permettait, à lui, à ses complices, n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans la chaîne de la dépense, ça leur permettait de se mettre de l'argent dans la poche. C'est des accusations graves. Non, non, réel. Réel. Que vous pouvez être devant la justice, Chamara. Non, non, mais oui, je suis d'accord. Et qui m'amène. Puisqu'on parle de cette justice et qu'on Parce- parle de... Oui, je vous en prie. J'ai dit que parce que quand j'ai dénoncé l'affaire des forages, j'ai donné même les échéanciers de paiement qui ont été faits. J'ai dit que M. Kazadi avait reçu 20 millions de dollars par le biais de son homme de main, qui était M. Batili. Et j'ai demandé à Adler Kissoula de la CNRF. J'ai dit, mais si je mens, qu'Adler dise que je mens et qu'on m'amène en justice, je suis toujours là. Hein. Ça veut dire que j'ai disais la vérité. Tout le monde sait aujourd'hui que j'ai dit la vérité. Malheureusement, l'affaire ne va pas bien. Parce que M. Kazadi, à un moment donné, a eu la peur et tout. On l'a arrêté, lui, et le ministre du Développement rural et l'entrepreneur. Un moment après, on l'a vu prendre l'avion et partir en Europe. Vous voyez? Ça Et a choqué. revenir au pays Puis revenir. et être défendu quand même par le président de la République. Oui, mais c'est une erreur du président. Il ne peut pas défendre un type comme ça. Il ne peut pas faire ça. Mais en même temps, Parce il que ne c'est- faut pas parce- reprocher cela au président de la République Non, qui ne mais demande qu'à il la justice favorise de faire... l'impunité. Il demande à la justice de faire son travail. non, Tant il que la fait- justice n'a pas rendu... Mais la justice l'a fait à l'époque de Kamere. Il a laissé Kamere. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Tous les Congos savent qu'il est. Je ne vais pas citer les noms parce que les qualifier parce qu'on va raconter l'histoire. C'est un mauvais monsieur. Même quand il va dans son fief électoral à Goma, on les traite de quoi? Vous avez entendu, non? Quand il faisait la campagne. Alors, comment le président va, comme ça, favoriser l'arrivée à la tête de l'Assemblée d'un tel type et ensuite favoriser le retour dans l'impunité totale des Kazadi? Moi, je dis, le président connaît mon frère en parler, j'ai dit que là, il ne fait pas bien. Ce n'est pas bien, monsieur Donc, le président. vous continuez à réclamer un procès sur Oui. cette affaire. D'abord, les immunités parlementaires. On doit lui enlever les immunités parlementaires et Kazadi doit aller en justice. N'est-ce pas? Il doit aller en justice. Parce que quel est l'exemple qu'on donne à tout le monde, à la jeunesse, à l'avenir du Congo? C'est quel est l'exemple qu'on donne? Lorsque des gens détournent des vingtaines de millions, des centaines de millions de dollars, et puis après ils reviennent tout bonnement. Cet argent n'est même pas réclamé pour que ça rentre dans les trésors publics. Non, non, non. On attend qu'il y ait silence, bon, que les gens oublient. Mais il y a des gens qui n'oublient pas. Et vous en faites partie. J'en fais partie et je dois en faire partie parce que, étant donné ma situation, mon audience, etc., ma crédibilité, eh bien, la population va continuer à se battre avec cette affaire-là. Parce que le peuple congolais n'a pas oublié. Donc, au fait, quand le président fait ça, c'est pour dire, allez, ils vont oublier. Ils vont oublier. Mais on ne va pas oublier, monsieur le président. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier les forages, les lampadaires. Mais on ne peut pas oublier ça. Vous savez, l'affaire des forages, ça veut dire que le peuple congolais qui ne mange pas à sa faim, on lui prive même de l'eau. On prive même aux Congolais de l'eau potable, madame. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Même le fils qui boit 2 ou 3 tasses de l'eau potable dans la journée, on leur prive ça. Lorsqu'il a attendu jusqu'au soir, il ne peut pas manger. Parfois, il peut même prendre seulement de l'eau là avec un pain et il mange. Mais on leur a privé même ça. Et même dans les coins les plus reculés. Est-ce que vous vous sentez un peu démuni? Parce que vous avez fait un rapport, vous avez fait beaucoup d'analyses, vous avez des preuves, mais vous avez l'impression que ça piétine au niveau de la justice. Vous vous sentez un peu démuni? Vous n'avez plus de marge de manœuvre? Non, non, il y a la clameur populaire d'abord. J'étais heureux de constater que les gens sont allés, par exemple, à la résidence de Kazadi pour dire « Vous avez vu ça, non ?»
dans les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que la population, au moins elle a intégré ça. Mais on vous a aussi reproché une sorte d'acharnement contre la personne. Non. Non, moi j'ai lu quelque part un avocat de Kazadi qui disait non, mais le professeur, lui, il a voulu chercher la vérité, mais des gens ont récupéré ça, hein, des journalistes ont récupéré ça pour aller traiter ça de la manière la plus basse, quoi. Et vous épousez ce point de vue-là, c'est-à-dire, vous êtes de cet avis-là, que c'était pas votre... Non, vous savez, c'est comme j'ai fait avec l'émission. J'avais fait l'émission sur une chaîne, avec une jeune journaliste aussi, quoi, avec vous. Et c'est cette émission qui a eu un grand succès. Elle a été récupérée. Alors, certains journalistes l'ont récupérée, et on commençait à injurier le pauvre Kazadi avec ça. C'était pas votre objectif non. Ouais, du tout. Mais jamais personne ne m'a... Après ça, après l'émission après un autre communiqué, puis l'émission avec madame là... Vous pouvez la citer, c'est une consoeur, hein. C'est Top Congo, madame c'est Myriam. Oui, c'est une consoeur. C'est Myriam sur Top Congo. Alors, donc, après ça, je ne suis plus intervenu. Vous voyez, parce que mon but n'était pas de ridiculiser Kazadi, de le traîner dans la boue, et lui-même, il sait que je ne l'ai pas fait. Je me suis limité aux faits. Et jusqu'aujourd'hui, les gens qui tentent encore de continuer à les... Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on aille en justice. C'est tout. Mais je ne peux pas aller, aller, moi, tomber aussi bas. C'est-à-dire, on a commencé à les traiter de tous les noms facilement. Enfin, c'est un peu... Ça frisait l'insulte. C'était l'insulte. Ouais. C'était l'insulte. Et ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de mettre sur la table du peuple congolais ces dossiers qui étaient choquants. Et vous avez eu l'impression comme si on avait décrédibilisé votre action, en fait, qu'on l'a traîné dans la boue. Bon, disons que certains l'ont un peu ramené à des niveaux où je ne voulais pas, vers les caniveaux. Alors que c'est pas ça mon objectif. C'est pas ça. L'affaire est beaucoup plus importante. Elle est plus importante. Elle est tellement importante qu'on ne peut pas la ramener là. On ne peut pas la ramener dans les caniveaux. Actuellement, le DEP travaille sur quelle affaire? C'est quoi le prochain rapport? On va en parler. Non, mais allez, par exemple, nous avons dénoncé la politique salariale de l'autorité de régulation de la Poste. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un mois. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Ce qui n'allait pas, c'est que dans ces dossiers, la direction, ils sont 7, avait des salaires de base qui étaient d'environ, par exemple, le président, je crois, dans les 65 000 $ par mois. 65 000 $. Mais à côté de ça, vous avez les avantages qui font que, en moyenne, quelqu'un pouvait toucher de cela aux alentours même de 100 000, comme ça. Non, pas 100 000 par an, non. C'est-à-dire que les calculs nous ramenaient à combien? À presque 400 000 $, 400 et quelques par an. C'était trop. Par personne? Par personne. Disons que ce n'était pas toujours le même montant, parce que parfois, on incluait certaines primes qui n'étaient pas, par exemple, les frais d'installation. On les a reçus une seule fois. On ne peut pas les compter comme si on les recevait tous les mois. N'est-ce pas? Quand on tient compte de toutes ces atténuations, eh bien, ces gens arrivent facilement dans les 90, 100 000 $ par mois. C'est scandaleux. Et pendant ce temps, ceux qui ne sont pas dans la direction étaient rémunérés de manière assez juste? Non, pas tellement. Vous avez là-dedans des gens qui ont 800 $ par mois. Avec 800. des arriérés ou pas? Non, 800. Ils touchent 800 $ tous les mois. Et donc, j'ai la grille, parce que ce dossier, c'est un dossier qui a été dénoncé par qui? Par les cadres, les hauts cadres de l'autorité de régulation de poste. Ce sont eux, des directeurs. PTC, oui, des directeurs. Je ne citerai pas les noms. Des directeurs ont donné tout. J'ai même les relevés des banques, de la Robanque.
où les gens sont payés. Ils m'ont tout donné. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas seul. Vous voyez? Je ne suis pas seul. Ils m'ont tout donné. Vous avez l'impression que vous êtes entendu par les autorités d'ailleurs, parce que c'est à eux ou c'est à elles de remédier à ces situations où vous pensez qu'ils bypassent tout, ils font fi de ne rien voir, rien entendre. Non, ils ne font fi. Ils font fi. Vous savez, je vais vous donner une petite confidence qui ne sera pas parce qu'elle va être publique. Ah oui. J'ai rencontré lors d'un atelier une dame qui travaille à la présidence. Elle me dit, mais prof, on suit votre travail, hein, mais est-ce que vous savez que depuis le mois de septembre 2023, nous attendons toujours nos frais de sortie, nos primes de sortie. Jusqu'aujourd'hui, on ne les a pas, un an après. Si vous pouvez en dire un mot quelque part, ça nous ferait bien du bien. Les indemnités des sorties, mais là, il y a également au niveau des ministères, certains qui attendent aussi. Oui, mais à la présidence. Ce que je vous dis, c'est à la présidence. C'est dénoncé par un collaborateur du président. Donc c'est pour vous dire que l'ODEP aide tout le monde, y compris les cadres de la présidence de la République. J'ai dit à travers cette émission, j'ai pris le président de la République de donner l'exemple et de payer les arriérés, donc des primes de sortie de ces agents. C'est pas des politiques, c'est vraiment des agents donc de la présidence. Alors, j'espère que le président a suivi. Non, le président a suivi. Il suit l'émission. On est sûr qu'il va... Il suit. C'est l'exemple. Alors, parlons de 100 jours du gouvernement souminois. Ouais. Votre première lecture de ces 100 premiers jours de ce gouvernement, de ce tout premier gouvernement dirigé par une femme. Bon, d'abord, c'est une bonne chose qu'il y ait une femme qui prenne la direction du gouvernement depuis 63 ans. Mais la première chose que j'ai reproché à Mme Soumina, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des capacités, c'est vrai. Mais un pays comme le Congo, qui est un pays pauvre et sous-développé, disposer d'un plan de développement est une chose essentielle. Parce que c'est la boussole qui nous permet d'agir avec des indicateurs. Et on sait qu'un an après, voilà ce que nous avons atteint comme résultat. 2 ans, voilà. Quand Mme Soumina est venue comme ministre du Plan, elle est venue dans la dernière année du plan. Ce plan-là, le PNSD, devait s'achever fin 2023. Et donc, pour la suite, parce que vous savez, pour faire un cadre de dépenses à long terme, n'est-ce pas? Il faut s'accrocher à quoi? Au plan, aux objectifs du plan. Dans notre cas, nous avons préparer, par exemple, le budget 2024 sans un nouveau plan. Okay. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons avec nous sommes au mois de septembre. Oui. Ce plan n'est toujours pas sorti. Donc, depuis 2 ans, le Congo évolue à vue. Donc, il navigue à vue. Ah, voilà. C'est de la navigation à vue. Et donc, comment saurais-je juger Mme Soumina? Pour que je la juge, elle doit très rapidement mettre, parce que c'est elle qui était au plan. Et donc, c'est sa faute. Maintenant, elle est Premier ministre. Il y a un ministre du plan. À 2, il doit faire en sorte que le budget 2025 et les cadres de dépenses à moyen terme 2025, 26, 27 soient accrochés à une boussole. Ouais. Ça n'est pas le cas. Ce budget qu'on a déposé ne s'accroche pas à une boussole qui s'appellerait le plan. C'est la première chose à corriger, c'est ça, madame. On va où? On va où? Parce que rappelez-vous, par exemple, le programme de 100 jours de chef de l'État, le premier quinquennat. Le premier quinquennat. Ce programme a été fait hors budget. Vous voyez, il a été fait hors budget. Donc c'était déjà une faute. Et ensuite, vous savez comment ça a été géré. Tout le monde a su comment ça a été géré. Alors, est-ce qu'on va continuer dans ces improvisations? Maintenant, nous allons vers un nouveau quinquennat, mais
ce quinquennat, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas. C'est un mauvais départ quand même. C'est un très mauvais départ. Donc quand vous me dites la première chose, les 100 jours de Mme Soumina auraient été utiles s'ils avaient été consacrés à terminer le plan, par exemple. Mais en attendant, on peut faire des actions d'urgence. On peut... Est-ce que vous en avez vu le 100 premiers jours, ces actions d'urgence? Je ne vois pas. Moi, pour ça, je ne vois pas. Quelle est cette action d'urgence? Kinshasa est toujours aussi sale. Bah là, c'est la province quand même. Est-ce que Souminois doit être partout? Non, attendez. C'est la capitale. C'est la capitale du Congo. Et c'est le gouverneur de Kinshasa est une personne très redevable au gouvernement national. Parce que c'est l'image, la capitale, c'est l'image du Congo. Et regardez comment Kinshasa est toujours sale. C'est très, très sale. N'est-ce pas? Et donc, il y a beaucoup... Allez, qu'on me dise, la pauvreté a reculé où? Parce que lorsque nous voyons la situation dans laquelle la population vit, n'est-ce pas? Aujourd'hui encore, avec la situation actuelle, les prix n'ont fait qu'augmenter. Je vois les ministres de l'économie se battre, mais le panier de la ménagère, il est dans quel état aujourd'hui? Donc, ce sont des choses comme ça qui peuvent nous permettre donc de juger le gouvernement souminois. Je veux tout à l'heure lire, parce qu'on va parler du budget de l'État présenté, déposé à l'Assemblée nationale par Judith Souminois, estimé à 18 milliards de dollars. Oui. Mais on s'est dit, est-ce que Judith Souminois, peut-être certains diront que c'est précipité, est-ce qu'elle a été surcotée? Il a été surcoté? Bon, allez, moi je n'ai pas... Ou c'est très tôt pour quand même... Non. Moi j'ai, dans une émission, je crois à Top Congo, j'ai jugé Mme Souminois. Je considérais que c'est... Je ne veux pas revenir là-dessus, maintenant aller à l'action qu'on avance, mais je ne suis pas de ceux qui ont, disons, approuvé sa nomination, non. Non. Pourquoi c'était la répétition et la mère du sens? Pourquoi? Parce qu'il y a certains téléspectateurs qui n'avaient peut-être pas, vous n'avez pas suivi ailleurs et qui aimeraient bien comprendre pourquoi vous n'aviez pas misé sur elle. D'abord, c'est une nomination subjective. Parce que c'est une femme? Non, parce que Mme Toulouka fait partie est membre de la famille Toulouka. Toulouka, c'est un homme d'affaires du Bas-Congo, un homme qui, dans les années Mobutu, avait une entreprise qui s'appelait, je crois, chez Yaya, quelque chose comme ça. Et c'était un homme riche, mais qui a beaucoup aidé aussi la famille Tshisekedi. Vous voyez, beaucoup. C'est son fils qui est le mari de Mme Toulouka. Vous remettez en question les compétences? Je dis que... Parce qu'on a été qu'on n'est pas compétent. Madame, au Congo, il y a bien de gens, n'est-ce pas? Bien de gens au-dessus vraiment des compétences de Mme Soumina qui auraient été les hommes de la situation aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un pays en guerre, un pays économiquement en grande difficulté. Et donc, il fallait des gens vertébrés. Si moi j'étais le président de la République, ces gouvernements ici auraient été pour moi un gouvernement d'union nationale. Et j'aurais trouvé une personnalité qui peut vraiment, qui a les compétences pour diriger un tel gouvernement. Pourquoi ne pas faire la paix en appelant, par exemple, le docteur Mukwege, par exemple? Pourquoi ne pas nommer le docteur Mukwege, qui est un homme très expérimenté, qui est une personnalité de valeur, de qualité, un défenseur des droits de l'homme, en gros, parce que ne parlons pas des droits de la femme, c'est une discrimination, c'est des droits de l'homme. Pourquoi ne pas se dépasser et prendre une telle personnalité? Je ne vais pas continuer à en citer, il y en a d'autres. Donc ça aurait été mieux pour le pays d'avoir des telles personnalités? Oui, des gens qui peuvent donc apporter beaucoup à la République. Madame Soumina a beaucoup à apprendre. Carrément. Mais oui, elle a beaucoup à apprendre. Parce qu'elle n'a pas su faire le plan. Vous voyez, par exemple, elle n'a même pas su faire... Au ministère du Plan, elle est partie sans faire le plan. Maintenant, elle est Premier ministre, nous sommes déjà en septembre. Et nous allons encore... Parce que vous savez que le DEP assiste à tout le processus budgétaire. Nous sommes dans les séminaires d'orientation budgétaire, aux conférences. Nous assistons à tout ça, n'est-ce pas? Et donc, maintenant... Est-ce qu'elle ne confirme pas un peu mes craintes lorsqu'elle présente un budget de 18 milliards?
Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? Vous avez dit par quelle magie on va... Je l'ai dit, je l'ai dit. Par quelle magie, par quel miracle? Mais vous savez, oui, effectivement, parce que en 2022, madame, nous avons mobilisé 9 milliards 800 millions de dollars de budget en recettes propres. En 2023, nous sommes en baisse. 9 milliards 600 millions. 2023, n'est-ce pas? Et à chaque fois là, le budget était, on avait prévu 16 milliards. Ceci et cela. Maintenant, dites-moi, le gap de 9 milliards sera comblé par qui? Parce que nous sommes en baisse d'ailleurs. De 22 à 23, on est en chute. Bon, nous ne savons pas encore au total, 2024, ça sera combien? Mais regardons maintenant 2025. Qu'est-ce qui fait qu'on peut croire? Qu'est-ce qui fait que des soi-disant experts peuvent proposer un tel budget au Premier ministre? Et que la Première ministre accepte. Les chiffres que je vous donne sont partout. 9,8, 9,6 milliards. Mais certains vous jugent très sévèrement parce que, comme vous avez dit... Mais dites-moi, madame, la sévérité c'est bien. Dites-moi, même à mes jeunes enfants qui sont ici, comment vous faites pour passer de 9 milliards dans un pays où la corruption bat son plein, dans un pays où les détournements battent leur plein, n'est-ce pas? Et ça passe comme, vous voyez les cas de forage. Mais il fallait attendre la présentation de ce budget à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous n'êtes pas un peu précipité? Non, c'est clair. Je suis les affaires du budget depuis 2010-2011. Je suis là-dedans, n'est-ce pas? La seule chose qu'on peut aujourd'hui peut-être dire en bien pour le président Tshisekedi, c'est que grâce au travail, par exemple, de l'IGF, etc., on a quand même doublé notre mobilisation interne. À l'époque de Kabila, nous a laissé avec 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 9 milliards. Ça, chapeau. Mais restez là-dessus. Parce que tout ce qu'on fait... Mais on peut tripler grâce à l'IGF et d'autres instruments. Pourquoi vous n'y croyez pas? Est-ce que vous savez que l'IGF aujourd'hui, avec la création de la direction à l'ANER qui s'occupe aussi des finances publiques, on a enlevé beaucoup à l'IGF. Aujourd'hui, même les patrouilles financières ont été supprimées. On a demandé. L'IGF n'a plus. Il n'y aura pas d'IGF d'Alinguete. Il n'y en aura plus. C'est parce que l'IGF d'aujourd'hui a perdu tous les moyens qu'Alinguete avait pour lutter contre la corruption, pour faire augmenter les recettes. Tout ça est tombé. Donc c'est un point en moins encore pour le gouvernement. Avec la dégradation le recul des prérogatives de l'IGF, comment vous allez atteindre encore 9 milliards? Donc, même atteindre 9 là, ça va être un problème. Mais ils veulent atteindre 18. Comment ça? Je veux lire parce que les gens m'ont vu en train de tripatouiller un peu mon téléphone parce qu'on va quand même prendre quelques questions par rapport à ce tweet, à vos questionnements. Par quelle magie, par quel miracle atteindrons-nous les 18 milliards de dollars? Certains sont, je prends par hasard, on dit, mais il est dépassé. Il n'a même pas pris le temps. Ça, c'est Popol Kamba sur Twitter, sur X, anciennement Twitter. Il est trop dépassé. Il n'a pas le temps de lire le projet de reddition des comptes, mais il veut manipuler les esprits faibles. Vous êtes dans la manipulation. Vous voyez un ignorant. Je suis dur avec lui. De quelle reddition de comptes il parle? Pour l'instant, le ministère des Finances n'a pas encore présenté le projet de loi sur la reddition des comptes 2023. Mais de quelle reddition de comptes il parle? Vous voyez un peu, ce genre d'ignorant, il vient entrer dans un dossier qu'il ne connaît pas du tout. La seule reddition de comptes, la dernière loi sur la reddition des comptes qu'on a, elle est de 2022. S'il veut que je lui dise quel était le contenu de cette loi, je la connais par cœur. Mais qu'il nous dise où est-ce que lui, il a trouvé une loi sur la reddition des comptes 2023. Vous voyez, c'est sentimental. Sentimental. Alors, quelqu'un d'autre qui se fait surnommer Congo pour la vie, toujours sur X, il dit « L'ODEP se pose des questions incongrues. En 2021, le budget était de 6 milliards. En 2022, le budget augmente de 41%, soit 9,9 milliards. En 2025, le gouvernement envisage 18 milliards. Ça sera juste le double par rapport à 2023. Rien d'extraordinaire. »
En 2023, on a eu quel budget? On ne connaît pas. Les gens sont en pleine confusion, quoi. Vous voyez? Donc, jusqu'ici, la reddition de compte 2023 n'existe pas. Il parle de 9 milliards 800 millions. C'était en 2022. En 2023, on est à 9 millions 600. C'est-à-dire on a commencé à reculer. N'est-ce pas? Mais dans quel pays on a vu ce genre de choses, quoi? On croit on est en train de jouer les jeux d'enfants dans le sable, ou c'est quoi? Est-ce qu'on peut, même une entreprise, on peut doubler comme ça? On double comme ça, quel est ce pays? Même les pays européens? Vous êtes à 9 milliards? Vous continuez à soutenir la corruption, vous continuez à soutenir les détournements, vous faites sortir des malfrats des prisons qui ont détourné de l'argent. Et ça, c'est les conditions qui vont créer la possibilité de doubler les budgets. Donc là, mais on est en train de voir, on ne va pas prendre toutes les questions, on en a pris juste quelques-unes, en tout cas pas des questions, mais quelques suggestions. Beaucoup reviennent en disant, pourquoi vous n'y croyez pas? Non, pourquoi je suis objectif. Madame, attendez, je suis objectif. Je suis objectif. Je dis, quand nous partons de 2018, en 2022, enfin disons même 23, le gouvernement a quand même fait un effort. Je dis que nous sommes maintenant à 9 milliards. Mais c'est grâce au travail intense qui a été fait, entre autres, par l'inspection générale des finances. Maintenant que ce dernier a été un peu dépouillé de certaines... Dépouillé, mais vous verrez, madame, nous sommes ici, je prends le peuple congolais à témoin. Vous verrez, ces 18 milliards-là, c'est un cauchemar, ça sera un cauchemar. Parce que si on compte sur la communauté internationale, il donne combien? Vous pensez que la communauté internationale va nous donner 9 milliards? Avec quelle gouvernance? Vous savez que la gouvernance congolaise est considérée comme une gouvernance chaotique. N'est-ce pas? Un réseau mafieux. C'est comme ça qu'est considérée la gouvernance congolaise. Mais qui va vous donner même 2 milliards? Qui? Les États-Unis? Non. On va très bientôt, on continue, parce qu'on parlait du gouvernement souminois, mais également du budget. Je suis en face d'un professeur. Ouais. Alors, on va passer une évaluation, on va prendre comme ça, vous allez donner des notes. Mais très bien. Bah oui, on commence par... Ne soyez pas choqués. Non, on ne va pas être choqués. Ce sera vos notes. On va essayer de donner quelques notes à quelques membres de ce gouvernement et vous essayerez de justifier... Commencer par le plan. On commence d'abord... On va prendre comme ça. On commence par la première de tous les membres du gouvernement, c'est-à-dire la première ministre. Sur 10, elle mérite quelle note pour ses 100 premiers jours? Madame Soumina. Oui. Peut-être 3 sur 10. Pour les raisons que vous avez avancées tout à l'heure. Oui, le plan, où est-ce qu'il est? Donc, pour Floribon Mouteba, madame, vous avez 3 sur 10. Oui. On prend un ministre, on prend un VPM. Vous choisissez lequel parmi les 4 vice-premiers ministres? Celui de l'Intérieur? Fonction publique? Transport? Ou on prend lequel? Prenons la fonction publique. Fonction publique, vous le donnez combien? Lui, je peux lui donner 6. Pourquoi? Non, parce que c'est quelqu'un qui, depuis le premier mandat, fait beaucoup d'efforts pour réformer la fonction publique. Et donc, je crois que, oui, déjà, le fait de l'avoir reconduit est une bonne chose. Et je pense que c'est quelqu'un qui a la volonté politique de faire des choses, bon, de changer quand même, d'améliorer l'administration publique. Maintenant, il y a le problème des salaires qui se pose. Mais il doit faire un effort pour que les fameux salaires de Mboudi, il y a longtemps, hein, c'est depuis Arthur Zaïdi Ngoma, jusqu'à aujourd'hui, et c'est là peut-être le point faible. Hein, mais on peut lui donner 5-6. 5-6. Ouais. Comment il s'appelle encore le ministre, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Liao, oui. Donc Jean-Pierre Liao, vous avez 6 sur 10, en tout cas selon le professeur Floribon Mouteba. On va au ministre d'État, on prend lequel? Les ministres d'État. La justice, la justice. Justice, vous donnez combien? Lui aussi, hein, un peu comme Liao, 5, 6. Pourquoi? Mais parce que ce jeune homme a failli être empoisonné dernièrement, vous savez ça? Parce qu'il est quand même... il cherche à rétablir un peu réduire, n'est-ce pas, l'impunité. Il cherche à réduire, on le sent. C'est pas des actions médiatiques seulement. Non, il cherche à réduire l'impunité. Et c'est la raison pour laquelle
la plupart des prédateurs mafieux ne veulent pas qu'ils soient en vie. Et donc, je crois que lui peut... on peut le mettre à 5-6. Constant Mutamba, vous êtes entre 5, 5,5, 6. J'ai beaucoup de sympathie pour lui. Ouais. Selon Floribert, alors on descend, ministre, tout simplement, on prend quel ministre je sais pas, portefeuille, hydrocarbures, ministre de genre, famille et enfants, on prend laquelle? Il n'y a pas encore eu des dames, hein? Ceux-là, on Affaires n'entend foncières. rien. Ceux-là, on n'entend rien d'eux. On n'entend pas grand-chose. Hein. Affaires foncières, rien. Rien. Est-ce que vous avez entendu des réformes là-bas? Vous avez entendu? Portefeuille, oui. Jean-Lucien Boussa. Vous savez, sans Lucien Boussa, il a à peu près 113 entreprises publiques à gérer. D'abord, ces entreprises ont des directions. Regardez les cas de l'autorité de régulation de la Poste. Ils ont des directions qui ont été mises en place de manière sur base du népotisme. C'est des copains, des gens du parti, des gens de l'Union sacrée, etc. Donc avec ces genres de direction, l'entreprise, une force économique qui doit créer des richesses pour permettre au pays d'aller de l'avant, eh bien aujourd'hui, le secteur public, il est une charge pour les trésors publics. Ces gens doivent être subventionnés. Et dans leurs subventions-là, ils se permettent de se donner des salaires de $60 000 par mois, comme à l'autorité de régulation de postes. Vous voyez, donc, monsieur Boussa, il a du pain sur la planche. Mais jusque-là, on n'entend rien. C'est combien la note pour lui, pour ses 100 premiers jours? 1 sur 10. Madame, allez, je viens C'est le prof qui Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là? 114 entreprises, toutes en faillite. Elles sont toutes en faillite. Mais ces gens se donnent des salaires comme ça, 60 000, 65 000, etc. Sans compter tous les avantages qu'ils ont. On n'ira pas, je sais pas, vice-ministre. Tu sais, à l'autorité de régulation des choses là, ils ont des primes qu'on appelle les primes de frigo. Ils ont une prime de frigo. On leur donne $1 500 par mois pour remplir leur frigo. Alors qu'ils ont déjà un salaire de $65 000 par mois. Alors que je crois que quand on faisait le briefing, là, vous nous avez dit que par déplacé, par exemple, un déplacé coûte à la République juste 150 francs. Madame, nous avons, merci de me ramener dans ce dossier, nous avons 7 millions de déplacés de guerre. Ils vagabondent dans la rue et tout ça. Et notre gouvernement, jusque l'année dernière, n'a débloqué, quand on prend le total de ce qui a été débloqué, c'est 19 sur 3 ans, 19 millions pour l'humanitaire. Même pas pour l'humanitaire, mais pour le ministère des Affaires sociales. Donc 19. Vous voyez que 19 millions sur 4 ans pour 7 millions de déplacés de guerre, c'est même moins que les 20 millions de dollars qu'on a donné à M. Kazadi dans l'affaire de forage. Vous voyez, lui, il a 20 millions. Mais on donne 19 millions pendant 4 ans. Et donc, quand nous faisons la moyenne, chacun de nos compatriotes déplacés de guerre reçoit 150 francs congolais par an. Attendez, c'est pas par jour, hein? $150 congolais par an. 150 francs. Francs, pas dollars. 150 francs congolais par an, madame. Est-ce que ces gens ont un cœur? Ils sont vraiment, ce sont des Congolais. 7 millions, ils vagabondent et ils meurent de faim tous les jours ici. Ah bien, puisqu'on parle de l'Est du pays, on va prendre une dame quand même. Il y a eu la première ministre, vous avez donné la ministre d'État en charge des affaires étrangères. Elle peut avoir combien dans votre cotation? Je ne l'entends jamais. Je la vois même. Kaïba Kwamba. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Donnez une note quand même. Bon, par pitié, parce qu'elle fait quoi? Vous savez qu'il y a une crise dans nos ambassades, n'est-ce pas? Les ambassades là-bas détournent l'argent des passeports, mais ils sont là, ces gens-là. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme note? Peut-être parce qu'ils sont en poste, mais en dehors de ça, ils ont fait quoi?
Vous savez... Je vois que vous étiez dur, vous êtes encore dur en tant que professeur. Non, facilement avec Moutanda, avec Liaou. J'ai donné des cotes qui sont au-dessus de 50%. C'est pas mal. Avec ça, tu passes. Vous continuez également à noter les ministres parce que, écoutez, c'est un peu comme à l'école, il y a une évaluation et encore que le président avait dit qu'il y aura évaluation chaque 3 mois. Ouais. Je l'aide là, je suis en train de l'aider. Voilà, vous l'aidez, donc vous également à la maison, sur les réseaux sociaux, commencez à noter quoi. Je crois que c'est un exercice qu'on fera avec tous nos invités. On va très bientôt terminer. Florimond Mouteba, j'ai posé la question tout à l'heure, on vous accuse d'être dur envers l'actuel pouvoir. Surtout que c'est vrai qu'on n'aime pas trop parler tribu, on dit, mais vous êtes de son espace, pourquoi vous le traitez aussi durement? Je suis quoi? Vous êtes de l'espace du président. Du Kasaï. Pourquoi vous le traitez durement comme ça? Bon, mais parce qu'il me déçoit. Le président, moi, il m'a beaucoup déçu. Il m'a beaucoup déçu. Dans sa façon de... Vous voyez, on pouvait faire un bon gouvernement. Déjà, vous voyez les élections, comment ils ont été. Vous avez vu toutes les machines que la Cinco a dénoncées, qui ont circulé. Qui est légitime de tous ces gens-là aujourd'hui? Qui? Quand on a vu circuler avec des machines partout dans les maisons, tous ces députés-là, qui est élu correctement? Est-ce que nous avons, nous, une Assemblée nationale digne de ce nom? Nous avons un Parlement de voleurs, de tricheurs. Donc vous comprenez qu'il a laissé faire tout ça. Et moi, je suis très déçu par ça. Est-ce que vous comprenez les personnes qui essayent de vous associer à la tribu pour essayer de vous demander de ne pas être dur, quand même, de ne pas poser ce diagnostic? Mais ces gens sont pitoyables, vraiment pitoyables. Vous savez, Patrice Lumumba et Moutetela du Kasaï, son premier mandat de député, il l'a eu où? À Kisangani. N'est-ce pas? Il l'a eu à Kisangani. Pourquoi? C'est un patriote. Moi, je suis dans la lignée de Patrice Lumumba. Patriote. Je vois le Congo, n'est-ce pas? Je ne vois pas ma tribu, ni mes enfants, ni... Non. Moi, je vois le Congo. Nous avons un destin commun. Je ne peux pas... Par exemple, la situation à l'Est, madame, c'est grave. Vous savez, nous, au DEP, nous avons fait une évaluation de ce que pourrait être l'aide, l'appui aux réfugiés. Nous avons demandé 3 milliards. Et ce n'est pas loin de ce que les Américains les Nations Unies avaient aussi évalué. Et ils avaient évalué 2,5 milliards. Et d'ailleurs, après notre dernier communiqué sur la question humanitaire, les États-Unis viennent de donner 400 millions de dollars pour les réfugiés. Ils viennent de donner. Oui. Mais entre-temps, nous allons voir le budget 2024. Qu'est-ce qui est prévu par notre propre gouvernement? Vous voyez? Donc, je suis déçu, moi, de lui, hein, je le dis ouvertement, je suis déçu, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'un Kassaïen puisse conduire le Congo aussi mal. Peut-être il a encore près de 3 ans et demi, voire 4 ans pour essayer de faire ce preuve, de ne lui accorder lui le bénéfice du doute. Oui, je lui accorde. Je lui accorde le bénéfice du doute. Mais c'est gentil, le président vient de vous accorder le bénéfice du doute. On va très bientôt terminer. Pour les 3 dernières années, oui. Voilà, on voulait bien parler du dialogue dans certains... Ce sont des politiques ailleurs qui ont maintenant envie de devenir ministres et autres et qui veulent le dialogue. Nous savons de quoi, nous savons ce que c'est. Voilà, vous savez que moi, j'avais demandé l'annulation des élections. Vous vous rappelez? J'avais demandé parce que, avec tout ce qu'on a eu comme tricherie, accepter ces résultats-là et penser que le Congo va être bien dirigé par des tricheurs, ça c'est un problème. Mais les Congolais, l'évolution est là, le mental évolue chez les Congolais. Nous espérons que même mort, j'entendrai des hauts des cieux que ton pays a commencé à changer. Je serai content. Mais on espère que vous serez encore vivant pour voir et palper du doigt ce changement. Et d'autant plus que vous venez d'accorder un peu le bénéfice du doute au président et vous espérez qu'il va bien travailler. Là, ouais. Là, je suis en train de présenter un ouvrage parce qu'on va terminer, c'est l'un de vos ouvrages. Ouais. Manuel d'analyse et évaluation financière et économique des projets de développement pour une meilleure gouvernance des investissements publics en RDC. Effectivement, c'est pour aider. Parce que pour l'instant, la gouvernance, elle est chaotique, comme vous le savez. Donc, tout ce qu'il dit, c'est pas en l'air, quoi. Voilà. Il étudie, il analyse, voilà, il sait de quoi il parle. Et ça, c'est
tout dernier. Le tout dernier Ouvrage qui va être inauguré, qui va passer sous les baptêmes la semaine prochaine. Déjà. Un avenir pour le Congo. Voilà, je mets ça ici. Voilà. On vous le doit quand même, une publicité gratuite. Merci, merci beaucoup. Un avenir pour la République démocratique du Congo. On espère que cet avenir sera meilleur et radieux. D'accord. Et nous, on tient à vous remercier d'avoir répondu. Beaucoup. Merci, Élisée. Merci. On va terminer avec la toute dernière note que vous allez donner à l'ensemble du gouvernement souminois. Au président aussi. Vous voulez carrément donner au président? Non, non, non. On commence par le gouvernement. Le président, on aura le temps de lui donner ça. Ils ont mais globalement moins de 50%. Hein, globalement. C'est moins de 50. 3,5, 4 sur 10. Peut-être 4, mettons. Parce qu'il y a des ministres qu'on n'a pas cités ici, voilà, qui peut-être font de bonnes choses, il y en a. Mais disons que globalement, on peut donner 4. Voilà. C'est vraiment l'échec, quoi, pour l'instant. Mais elle a encore du temps. Elle peut encore faire mieux. La première des choses que je lui demande, c'est de terminer le PNSD, le plan. Parce que nous aurons alors une boussole et on pourra la juger de manière plus objective. Voilà, on pourra la juger, mais là, c'est juste la première période. On a vu, c'est comme à l'école, tu peux échouer en première période, mais essayer de faire mieux en deuxième, troisième, et à la fin de l'année, réussir. Vous, comme je l'ai dit tout à l'heure à la maison, donnez vos notes à nos ministres, tout à fait. VPM, à la première ministre, mais également donnez vos suggestions pour que les choses puissent évoluer. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube Élisée Odia TV, mais également sur B1 Télévision, mais aussi sur nos différentes plateformes. À très très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, Élisée.